Voilà, donc tout ce que vous Vous pourrez voyez dire, bien comme tout ce que ça? vous direz sera retenu contre vous, hein, Michel. Voilà, c'est bon. Bon, moi je vais réduire, bon, je vais monter peut-être le C'est bien cadran. comme ça. Voilà. Alors, Juste si tu peux présenter un petit peu ton parcours aussi, Michel, parce que tu as un parcours assez atypique et plutôt très investi dans le drainage lymphatique. Donc, comme on est en train d'enregistrer, j'aimerais bien que les pharmacies à qui je vais envoyer l'enregistrement sachent un peu voilà. de quoi ils retournent. Donc moi je m'appelle Rico Michel, je suis kinésithérapeute depuis 30 ans. J'ai commencé classiquement, voilà, j'ai monté mon propre cabinet et puis assez vite j'ai commencé à faire des diplômes universitaires, dont celui de la rééducation du périnée en 94. En 99, j'ai suivi les premières formations d'éducation thérapeutique du patient qui étaient faites par une équipe de l'université catholique de Louvain. Et en fait, à partir de là, mon activité s'est orientée sur beaucoup l'éducation thérapeutique, l'éducation à la santé. J'ai été coordinateur d'un réseau de santé pendant 15 ans où j'ai monté plein de programmes d'ETP, activité physique et santé globalement. Voilà, on peut l'appeler comme ça. Et puis, en fait, pendant ce temps-là, on a monté aussi un réseau d'aide en fait en oncologie. Donc moi, j'ai mis en place une consultation d'appui pour les oncologues quand ils ne savaient pas s'il fallait prescrire de la rééducation ou pas. Ils pouvaient m'envoyer les patients et moi, je faisais un bilan de rééducation, en tout cas un bilan kinésithérapie, et je pouvais leur demander en effet de programmer la rééducation ou pas. Et puis ça m'a amené finalement à m'orienter dans mon travail au cabinet à ne faire quasiment que de l'oncologie avec les cancers pelviens, les cancers des voies aérodigestives supérieures, les cancers du sein, les cancers digestifs, et donc de fil en aiguille, de monter aussi mon diplôme universitaire en lymphologie, parce que c'est vrai qu'en oncologie, dès que des chirurgies avec des prélèvements de nœuds lymphatiques, on s'attend à ce qu'on ait forcément des œdèmes qui apparaissent. Et donc, tout ce parcours, voilà, qui, au bout de 30 ans, m'a amené à développer plus la lymphologie, oncologie au cabinet, et puis abandonner un petit peu presque toutes les autres formes en fait de rééducation. Euh, donc, aujourd'hui, la présentation sur le lymphœdème qu'on nomme maintenant plutôt en fait œdème chronique, parce que on s'est aperçu qu'il y avait quand même en oncologie, parfois l'influence d'une veine qui ne va pas bien, qui a été, je vais pas dire forcément abîmée par la chirurgie, mais qui en tout cas ne joue plus le rôle que devait avoir cette veine-là. Et donc on parle plus d'œdème chronique. Donc finalement, comment les prendre en charge, ces lymphœdèmes ou ces œdèmes chroniques? On va commencer dans un premier temps par voilà, un peu d'anatomie, parce qu'il faut se rappeler un petit peu ce que c'est que l'anatomie du système lymphatique. On verra le rôle de la lymphe et comment c'est composé, parce que ça va nous intéresser dans l'œdème chronique. Ensuite, on verra les traitements. Et puis, j'ai un petit film à vous montrer sur une démonstration de ce qu'on appelle des bandages multicomposants. Voilà. En anatomie, euh, ce système, en fait, se compose de la superficie à la profondeur par un ensemble de dispositifs qui permet justement à cette lymphe de circuler, de bouger dans notre corps, d'avoir ce mouvement en fait de fluide. Ça part donc de la peau vraiment en dermique, dans lequel on va retrouver ce qu'on appelle maintenant plutôt les lymphatiques, le lymphatique initial. On parlait souvent de capillaires. Le problème, c'est que capillaire lymphatique, on confond avec les capillaires veineux. Et donc, la nomenclature internationale oriente de plus en plus sur lymphatique initiale.
Ce lymphatique initial, c'est ce qu'on retrouve ici, hein, comme une sorte de palmier, d'arbre qui est vraiment à l'intérieur en fait de la peau, qui va capter un maximum de fluide et qui va vraiment favoriser ce mouvement en fait de liquide. Euh, Quand tout ce système en fait fonctionne bien, ça transite par ce qu'on appelle un précollecteur, qui est une sorte de petit puits vertical qui va justement, après avoir été collecté, ramener ces fluides lymphatiques vers la profondeur. Ce précollecteur, ben, finalement, va, en se réunissant à d'autres, euh, créer une sorte de collecteur lymphatique superficiel qui est plutôt ici, déjà un peu plus en profondeur, même si ça reste superficiel. Donc là, on est plus maintenant en parallèle au muscle, en parallèle à la peau. Voilà. Ces collecteurs sont souvent aussi organisés en collecteurs perforants, c'est-à-dire que finalement, euh, ça permet une correspondance entre la superficie et la profondeur. Heureusement d'ailleurs que ça existe parce que ça permet aussi ces transferts de fluide. Quand ça ne fonctionne pas bien en superficie, bah, de pouvoir les transférer en profondeur, mais vice-versa, c'est que ça fonctionne dans les deux sens. Et puis, donc les collecteurs vraiment lymphatiques profonds, qui sont vraiment là proches de la musculature, qui vont s'organiser eux-mêmes avec des sortes de pontage entre eux. Et puis, ces petites boules-là qu'on voit ici, qui sont en fait les lymphangions, c'est vraiment une structure avec des sortes de petites écluses qui vont permettre de se remplir et de faire bouger ces fluides au fur et à mesure. Et tout ça, ça se jette dans le nœud lymphatique qui va commencer en fait à gérer, à orienter. Qu'est-ce que devient tous ces fluides? Ben, il faut qu'à un moment donné, ça parte vers le système veineux. Et c'est grâce à ces lymphonoeux, puisqu'on ne parle plus de ganglions lymphatiques, mais bien de lymphonoeux, que les fluides vont vraiment être absorbés par notre organisme. Donc tout ça, tant que notre système fonctionne bien, c'est super. Ça part de la superficie, ça draine pas mal de choses. Hein, voilà, on verra par la suite le rôle justement de cette lymphe. Et puis, au fur et à mesure, ça va tomber dans le lymphoneux qui tout se rejette dans ce qu'on appelle le canal thoracique. Je pense que ça va être sur la diapo suivante. Alors ça, non, je vais refaire un petit point, un petit focus sur un petit peu la structure du capillaire, parce qu'en fait, on s'imagine que ce sont des tuyaux. Alors oui, c'est vrai pour une bonne majorité du système, sauf cette petite partie très superficielle qui est organisée en forme de, je veux dire, comme si on avait des écailles qui allaient s'ouvrir, s'écarter, et en s'ouvrant, toutes les grosses molécules, en fait, vont pouvoir être absorbées ici et remonter voilà, dans cette suite jusqu'au collecteur profond. Donc, la structure vraiment superficielle est vraiment très particulière. On a des petits filaments qui permettent ce qu'on appelle les filaments Glick, qui permettent avec les mouvements d'écarter les petites tuilettes ou les petites écailles, de faire rentrer toutes ces grosses molécules. Il y a des transferts d'eau, de liquide. C'est vraiment assez complexe. Hein. Si on voulait vraiment faire voilà, une présentation complète, il faudrait plus de 30 heures de présentation. Donc, on va vraiment être au plus simple possible. Et puis, arriver en fait dans tout ce système-là, bah, tout ça, ça va s'organiser pour, à un moment donné, vous voyez, arriver systématiquement par le maximum en fait de lymphatique afférent. La gestion de tout ce qui est liquidien, notamment l'eau, eh ben, c'est vraiment le réseau artères-veines et notamment les veines qui vont récupérer déjà un maximum d'eau. Et puis après, ce qu'on pourrait appeler les déchets, ça va repartir vers les vaisseaux lymphatiques efférents. Et là, ça sera vraiment le système veineux plus en hauteur qui va s'en occuper. Voilà. Donc, globalement, dans notre organisme, comment c'est organisé, quand on a vu un petit peu finalement, au niveau microscopique, si on s'écarte un petit peu au niveau macroscopique, on va avoir ces fameux lymphoneux, généralement, alors le schéma ne va pas plus bas, mais on en a au niveau du creux poplité aussi. Donc, creux poplité, creux inguinaux, ou en tout cas dispositif inguinaux. Donc, les articulations qui bougent le plus, ça permet justement d'activer les lymphoneux pour permettre à ce flux de circuler régulièrement. Au niveau du haut du visage, au niveau cervical,
Au niveau ici du bras, on a quelques nœuds lymphatiques, quelques lympho-nœuds au niveau du coude et au niveau du creux axillaire. Tout ça, ça se rejette dans le canal thoracique ici. Et après, bah, le dispositif se rejette dans la veine sous-clavière gauche, en tout cas sur la gauche. Donc, vous voyez, c'est à la fois cette complexité d'organisation, mais qui permet en tout cas de drainer l'ensemble de tous nos organes. Alors, pendant longtemps, on a cru, par exemple, que l'œil n'avait pas de système lymphatique. Il en a bien un. Le cerveau, on pensait qu'il n'y avait pas de lymphatique et qu'il n'y a pas de système lymphatique. Il y en a un aussi. Et donc, il n'y a pas un seul organe qui est privé d'un système lymphatique parce que, en fait, chaque organe a des déchets et ces déchets, seul le système lymphatique va pouvoir, en tout cas, l'éliminer. Donc ça, c'est important d'avoir déjà cette notion au niveau de la plèvre, au niveau du pancréas, au niveau du foie, tous les organes, au niveau cardiaque, tous les organes ont vraiment un système lymphatique qui va permettre d'éliminer tous les déchets, les toxines, parce que tout ça, il faut que ça sorte à un moment donné, et ça sera le système veineux qui va en fait le faire sortir. La lymphe, ça correspond, dans la définition d'Isidore Kaplan, à l'ensemble de tous les liquides et substances et tous les éléments qui circulent dans les vaisseaux lymphatiques. Ça correspond à une sorte d'ultrafiltrat du plasma dans lequel est additionné en fait des molécules qui vont être issues justement du métabolisme et du catabolisme cellulaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un organe travaille, ces fameux déchets, eh ben, il va falloir les éliminer. Ce sera le rôle justement de ce système lymphatique. Donc, il n'y a aucune résorption vers les capillaires. Tout passe vraiment par le système lymphatique et la composition varie selon l'organe. Un exemple, on peut avoir des œdèmes du pied qui sont liés en fait à un œdème qui est à l'origine le système lymphatique digestif. On va opérer en fait quelqu'un de ses intestins, il va y avoir une fuite de la lymphe, ce qu'on appelle le chyle au niveau du système lymphatique digestif. Et en fait, cette lymphe, au lieu d'être plutôt jaunâtre, comme souvent on le voit au niveau du creux axillaire, et ben, si on prélève la lymphe qu'on trouve dans certains pieds, c'est un liquide qui est laiteux, qui est tout blanc. Et en fait, ça met la puce à l'oreille en disant, oh, c'est pas normal, c'est tout blanc, c'est pas de la lymphe qui vient du pied ou du membre inférieur, mais c'est de la lymphe qui vient en fait du système digestif, qui a coulé, qui a longé en fait tout ce système et qui se retrouve en fait dans le pied. Donc, il faut les drainer plutôt. Alors, bien sûr, il faut drainer le pied, évidemment, mais il faut s'organiser pour aller chercher l'information au niveau du système digestif et donc traiter au niveau de l'abdomen. Ouais. Au niveau du canal thoracique, le débit qui a été mesuré, c'est de l'ordre de 2 à 4 litres par 24 heures. Donc, oui, c'est pas grand-chose. 2 à 4 litres par 24 heures, quand on voit le système veineux, c'est 6000 litres sur 24 heures, c'est quasiment rien. En effet, le système lymphatique, en fait, au départ, quand on regarde bien, le système est vide. Il ne se remplira que si l'organe a besoin de se vider parce qu'il a travaillé. Donc, globalement, on n'a pas un système lymphatique qui est rempli. On a des petites parties de notre organisme au niveau lymphatique qui se remplissent parce que ben, on a un besoin d'éliminer des déchets. Et Kaplan, en fait, l'avait surnommé l'organisation d'un réseau d'égouts du corps humain. Ça correspond un peu à ça. C'est comme si finalement, bah, oui, il nous faut un système d'évacuation de tous ces déchets. Et grâce à cette ouverture des capillaires en forme voilà, d'écailles ou de tuilettes, ça permet de récupérer toutes les grosses molécules, parce que c'est surtout ça en fait. C'est surtout les grosses molécules qu'il faut ramener ou qu'il faut en fait évacuer. Donc ça, c'est euh, uniquement le système lymphatique, uniquement l'organisation voilà, de toutes ces petites parties lymphatiques qui vont permettre d'évacuer l'ensemble de tous ces déchets. Michel, je me permets juste d'intervenir pour te poser une question. Ça, c'est quand ce débit-là, c'est quand tout va bien, quand il n'y a pas d'inflammation, quand tout fonctionne normalement. Voilà, ça c'est le débit quand tout va bien. Oui, d'accord. Il y a une routine entre 2 et 4 litres par 24 heures. Alors après, même quand ça ne va pas bien, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des litres et des litres en plus. Au contraire, parce que finalement, ça stagne dans une partie du corps, ça n'est plus en fait évacué, et donc au contraire, on verrait plutôt le débit diminuer si on mettait des capteurs dans le canal thoracique en continu.
on verrait plutôt le débit diminuer parce que ça stagne dans une autre partie du corps. Oui. Du coup, la définition du lymphœdème ou de l'œdème chronique, ce serait plutôt un excès de fluide dans ce qu'on appelle l'interstitium. Donc, c'est voilà, la partie qu'on appelle la matrice extracellulaire, donc cette partie en fait au niveau du derme, et puis ce qu'on a vu dans la deux diapos précédentes, entre la peau et puis le muscle. Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle l'interstitium. Et donc, c'est dans cette partie-là que justement, les fluides n'arrivent plus ni à entrer ni à sortir. Il y a cette équipe qui a été rompue, qui a été montrée par Huxley en 2011. Et dans cette partie-là, il va avoir une stase des fluides et qui, du coup, va, à un moment donné, faire que le membre va gonfler. Il y aura une augmentation de volume. Et c'est à partir de ce moment-là que on va parler de lymphœdème. Alors, c'est important aussi qu'il y ait une augmentation de volume, mais comment la mesurer? Parce que finalement, parfois on dit, oui, on parle d'œdème à partir de 2 cm, quand on le prend en fait avec un mètre ruban, à partir de 2 cm. D'autres parlent de pourcentage, c'est 10% en fait d'augmentation. Et en fait, ça c'est très compliqué parce que finalement, chacun a décidé presque de sa propre échelle. Alors actuellement, on est en train de remettre en cause tout ce phénomène-là parce que il y en a qui font des études, mais ils prennent 1 centimètre de différence, d'autres mettent des études à 2 centimètres, d'autres c'est en pourcentage de volume augmenté. Et donc, quand on regarde les études, on se dit, mais on ne comprend pas parce qu'il y a une telle diversité. Alors, notamment sur les curages axillaires, on parle de 7%, puis d'un seul coup, notre étude, c'est 50%, etc., etc. Bah oui, parce qu'en fait, on n'a pas la même base pour travailler. Et donc, l'idée, c'est même actuellement par justement les études en Belgique qui ont montré que avant même d'avoir une augmentation de volume, on avait déjà en fait une perturbation du système lymphatique. Donc là, on est vraiment dans la recherche de la prévention et de chercher à trouver comment, avant même que le volume est augmenté, de prendre en charge ces patients ou ces patients. Donc c'est là où justement ça change complètement la donne, c'est qu'on va plus forcément prendre en charge les patients qui ont une augmentation de volume, mais on va chercher déjà après la chirurgie, après une chimiothérapie, après un traitement en cancérologie, de faire de la prévention. C'est attention, on a plusieurs choses qui interviennent et qui potentiellement vont mettre en place peut-être une augmentation de volume. Donc comment on peut faire pour déjà peut-être mettre en place un traitement avant même que l'œdème soit apparu. Donc c'est là où déjà mentalement on est en train d'évoluer. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est que le lymphœdème? Eh ben, la plupart du temps, en fait, on est sur trois couches. C'est-à-dire que de la superficie à la profondeur, on va avoir ce qu'on appelle l'eau libre. C'est cette partie justement qui, à un moment donné, va être facilement mobilisée et on va plutôt avec les bandages multicomposants, voire même le drainage lymphatique, hein, tout ce qu'on pourrait mettre en place comme type d'outil, c'est la partie qu'on va mobiliser le plus facilement, c'est de l'eau. Voilà, donc c'est de l'eau, donc ça, bah, il suffit d'appuyer, hein, c'est comme bah, voilà, comme une sorte de poche dans laquelle on a mis de l'eau. Quand on appuie, bah, ça se mobilise, ça bouge, ça part dans tous les sens. Donc là, c'est facile en fait déjà par des bandages multicomposants à faire remonter dans le thorax, par exemple, à partir de la jambe ou de la bras. Puis en dessous, on a déjà une eau qui va commencer à se gélifier parce qu'on a des protéines qui vont se mélanger, parce qu'il y a d'autres composants qui vont venir. Celle-ci, elle est déjà un petit peu plus compliquée. On va pouvoir, par exemple, chercher à mobiliser avec les mousses, tout simplement, hein. On en parlera tout à l'heure quand on va aborder les bandages, mais par exemple, les mousses NN, hein, chez Tuvan, ou le Bobiderm. Mais bon, il y a d'autres marques qui fabriquent aussi voilà, ce qu'on appelle des interfaces. Et là, on va pouvoir commencer à aller travailler un peu plus la gélatine. On arrive encore à bien travailler sur ça, à réduire encore du volume. Et puis vraiment en profondeur, on a voilà, ce tissu qui a commencé vraiment à être envahi par les adipocytes, qui est beaucoup plus dur, qui est réorganisé.
voilà, là, on est vraiment sur du tissu dur. Et donc, pareil, il va falloir aller chercher d'autres, peut-être d'autres mousses plus dures, des choses qui vont vraiment être plus contraignantes. Il vous faudra plus de temps aussi pour travailler. C'est que le lymphodème, ça ne se travaille pas sur une semaine, 15 jours, ça se travaille en fait sur une durée très très longue. On est sur une pathologie en fait qui est évolutive, mais qui, quand on le présente aux patientes ou aux patients, on dit attention, vous avez un lymphodème, maintenant c'est une pathologie à vie. Donc il faut l'encaisser, Mm. voilà, il faut le valider en tout cas dans sa tête en disant bon bah ok, d'accord, j'ai bien compris, c'était à vie, donc il faudra que je m'en occupe tout le temps. Mais que ce soit le livre, l'eau gélifiée, le tissu, cellules, adipocytes, ce sont tout le temps en excès. C'est-à-dire que naturellement, dans n'importe quelle peau, on a toujours un petit peu d'eau, un petit peu de gélatine, un petit peu de tissu. Mais là, dans le lymphodème, c'est vraiment quelque chose qui est en excès avec un plus, voilà, avec des 10, 15, 20, 30% d'excédent par rapport à la normale. Et C'est donc, cette forcément les trois à constitution, chaque fois, Michel? on retrouve toujours les trois à chaque fois. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Il y Voilà. a, il y a juste l'intervention de Jessica qui, elle, est très investie aussi en tant que pharmacien hein, dans la prise en charge du lymphœdème. Elle est au Havre. Oui, Et elle nous dit qu'en Belgique, ils utilisent des mousses de différentes épaisseurs, de c'est différentes ça. densités aussi. Ouais. C'est ça, tout à fait. Avec une viscoélasticité qui est différente pour justement, en fonction de si c'est de l'eau libre, de l'eau gélifiée ou les tissus plus adipocytes, de pouvoir en fait utiliser Adapté. Ouais. la caractéristique mécanique de la mousse qui est en fait une composante, c'est comme si on avait un piston avec un ressort en même temps. Donc, l'objectif, c'est que une fois qu'on va mettre, bon, de toute façon, je l'expliquerai lors du bandage multicouche multitype. J'ai pris quelques exemples, hein. Mm. Donc, on va le revoir à ce moment-là. Dans les classifications de l'œdème, on a 5 stades. Mm. Euh, donc, la Société internationale de lymphologie, en 2009, a reclassé un petit peu tous ces stades. On a le stade 1 qui est en deux classements, l'absence d'œdème, voilà. Mais déjà, c'est pour ça qu'on parle de prévention aussi, c'est qu'on n'a pas d'œdème, mais les patients se plaignent déjà de sensations un petit peu comme si c'était gonflé, mais quand on prend les mesures, il n'y a pas de gonflement, comme s'il y avait des sensations d'eau qui coule à l'intérieur, comme si on avait des picotements, des fourmillements, des brûlures, enfin, voilà, des choses qui ne sont pas habituelles. Donc ça, il faut en tenir compte maintenant dans les bilans. Moi, dans mon bilan, bah, voilà, je leur demande maintenant si elles n'ont pas ou s'ils n'ont pas des sensations un peu curieuses. Ensuite, dans le stade 1B, on a vraiment déjà un léger œdème. Donc, on dit léger œdème, mais est-ce que c'est 5%, 10%, un demi-centimètre? Bon, il y a des petites différences, mais en fait, on s'en aperçoit quand on prend la mesure euh, finalement avant le coucher et après le coucher, et ben, on s'aperçoit qu'en effet, la déclisse, ça permet de faire régresser cette différence déjà de volume. Le stade 2, l'œdème est persistant en journée, mais finalement, on va se coucher et ça régresse après une nuit de déclin. Mm. Dans le stade suivant, le stade 3, l'œdème est persistant et là, malheureusement, il ne régresse plus en déclive. Mais par contre, dès qu'on commence à mettre une thérapie décongestionnante, on a une diminution du volume et on s'aperçoit qu'en effet, on est capable de mobiliser déjà une partie de ces fluides. Et donc ça, c'est important de déjà mettre en place rapidement les techniques de décongestion. Le stade 4, malheureusement, l'œdème est très important. On est déjà à type d'éléphantiasis. On a déjà tous les reliefs osseux et tendineux qui sont masqués. Et puis le stade 5, c'est vraiment le stade ultime, hein. Quelqu'un qui n'aurait pas été pris en charge du tout, qui veut pas être pris en charge. Et là, on a toutes les lésions cutanées, des ulcères variqueux, des hyperkératoses, etc., etc. Donc là, on est un peu vraiment sur le problème à la fois. Alors, sur l'œdème, on peut toujours réussir, mais on a aussi, du coup, le travail de dermatologie qui sera Ouais. Ouais. mis en place. Comment on mesure, comment on fait l'évaluation de ces œdèmes? Sur les derniers consensus d'évaluation, on a toujours intérêt à mettre en place des photos. Donc, on essaie de standardiser les prises de vue des œdèmes. Voilà. Ça se fait en fait par un système tout simple, hein, une photo avec un quadrillage en arrière-plan, que ce soit bras ou membres inférieurs. Après, tout ce qui est sein, visage, c'est plus compliqué, mais la photo, en tout cas, elle est là. On
on n'a pas de quadrillage, mais encore qu'on pourrait imaginer. On cherche de plus en plus maintenant à mesurer, quand c'est possible, en volume. Donc, bah, tout simplement, hein, voilà, une balance qui calcule les volumes, ça se fait de plus en plus souvent, on n'est plus forcément en grammage, mais en millilitres. Un grand tube rempli d'eau, on met à différentes marques au niveau du pli du poignet, milieu de l'avant-bras, au niveau du pli du coude, pourquoi pas milieu du bras. Et donc, à chaque fois qu'on plonge la main dans l'eau, on va avoir le volume exact. Et donc, à chaque fois qu'on perd, bah, on replonge la main et on peut mesurer les différences. Donc là, on peut être capable de faire des prises de volume de l'œdème au millilitre près. On peut standardiser avec les prises de mesure périmétriques classiques, voilà, avec le mètre ruban. Donc, souvent, les rubans d'un centimètre, quasiment. Les plus larges sont plus compliqués. Il vaut mieux, en tout cas, avoir quelque chose, plus c'est fin, plus c'est petit, plus on respecte bien, en fait, la courbe du membre. Et puis, surtout, en tout cas aussi, de s'appuyer sur les questionnaires de qualité de vie et de fonction perdus par le patient et au fur et à mesure de la décongestion, retrouvés par le patient. Comme ça qu'on va mesurer en fait ce qu'on appelle le GAS. C'est des questionnaires en fait qu'on va constituer directement avec le patient. Ça prend du temps au départ, mais en fait on va essayer de personnaliser chaque questionnaire. Alors on n'en fait pas trop, on fait 20 questions avec 4 questions pour chaque fonction perdue et au fur et à mesure qu'on récupère, on peut du coup les quantifier et les qualifier. Donc ça, c'est important aussi de respecter un petit peu ces standards maintenant pour que tout le monde parle sur une forme de langage international et ça nous évite de dire, ah bah oui, mais par exemple, vous n'avez pas atteint 10% d'augmentation de volume, donc on ne peut pas considérer. Ben si, à partir du moment où ça change de volume, c'est que c'est un lymphœdème qui est en train de s'organiser. Voilà. Ça, c'est toi qui le fais, le questionnaire, Michel? Oui. OK. Voilà. Donc, on a une base en fait de plein de questions, puis c'est le patient qui choisit 4 questions en fait pour constituer son propre questionnaire qu'on reprendra à mi-parcours, en fin de parcours, etc., etc. D'accord. Voilà. Concernant les traitements, on va aborder tous ces sujets. Parce que finalement, ce qu'on disait tout à l'heure en aparté, c'est pas uniquement le travail du kiné, c'est le travail du kiné, de l'éducateur d'activité physique, d'un dermatologue, d'un psychologue, d'une pharmacie, d'une infirmière, etc. Donc, finalement, il va falloir que ça soit multiprofessionnel. Moi, je vais présenter voilà, essentiellement ce que nous, on peut mettre en place comme kiné, mais par exemple, dans l'APA, ça pourrait être le prof d'APA qui le fasse, ou le TP, qui est souvent organisé en forme d'atelier avec différents professionnels. Médicaments, bah, j'ai une page vide, médicaments, parce que pour l'instant, on n'a rien. On n'a aucun médicament. Les diurétiques, alors moi, je parle vraiment des lymphodèmes primaires ou secondaires à un traitement. Je ne parle pas des œdèmes issus de cardio. Là, on est vraiment sur les diurétiques. Moi, je parle vraiment de lymphodèmes suite à la chirurgie onco. Voilà, ce qu'on obtient comme lymphodème ne réagit pas en tout cas ni au vénotonique, ni au diurétique. Donc, pour l'instant, rien sur les traitements. C'est en cours d'exploitation. Sur Toulouse, ils sont en train de mettre une étude en place parce que, bah, pareil, il y a des nouveautés génétiques et donc ça permettra sans doute à un moment donné peut-être d'aboutir en effet à un traitement, mais ça ne sera pas avant une bonne dizaine d'années probablement. En termes de massage, le drainage lymphatique manuel. Alors, c'est bien inscrit qu'en monothérapie, donc quand on le fait seul, bah finalement, sur ce type d'œdème, ça n'a pas d'efficacité. Dans le sens où finalement, la durabilité de la technique, bah, malheureusement, elle est courte. On a drainé, on a mobilisé des fluides, mais si on ne vient pas, ce qu'on va faire plus tard, les bandages multicomposants, bah, 2-3 heures après, les fluides, qu'est-ce qu'ils font? Ils redescendent dans le bras, et tout le travail qui a été fait, malheureusement, ne sert à rien.
Par contre, c'est vrai qu'avant de faire un bandage, toutes les techniques qui vont être présentées, ça peut être toujours intéressant. C'est-à-dire que finalement, cette mobilisation, on peut travailler justement ici en travaillant les dérivations qu'on a entre réseaux. Donc, on peut faire passer, d'ailleurs, il y a certaines voies qui sont intéressantes parce qu'on a des voies profondes qui partent de la main directement ici au niveau cervical, qui ne passent pas en superficie par le bras. Ce qui fait que en drainant de l'œdème vers la main et les réseaux profonds fonctionnent très bien, pouf, on retrouve l'ensemble des fluides ici au niveau cervical. Donc, il y a des patients, par exemple, qui ont un œdème de l'avant-bras, du bras et rien sur la main. Ah Et oui. là, généralement, ça veut dire qu'en effet, la main est bien drainée, que les fluides en profondeur sont bien pris en charge et on les retrouve ici, qui vont se projeter quasiment assez rapidement dans la sous-clavière. Oui. Donc, l'importance de connaître aussi son anatomie, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Et là, en effet, le drainage lymphatique, c'est intéressant parce que ça va permettre d'aller faire circuler les fluides dans un sens, dans l'autre sens, etc., etc. En Belgique, ils utilisent aussi, par exemple, la lymphoscintigraphie, elle est connue en France, elle est utilisée, sans doute pas suffisamment, mais en Belgique, ils ont aussi la lymphofluoroscopie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On injecte ici de l'indocyanine au niveau de la main. On draine un petit peu pendant, pas beaucoup, 4-5 mouvements de drainage au niveau des premiers lymphoneux, au niveau des lymphangiones, et on peut éventuellement travailler ici au niveau des lymphoneux. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe avec une caméra infrarouge? Eh ben, on voit en fait tout le réseau lymphatique superficiel ou profond. Voilà, donc systématiquement, ça nous permet d'avoir une cartographie des zones qui fonctionnent, des zones qui ne fonctionnent pas, et finalement de passer du temps de façon sérieuse sur les zones qu'il faut aider à drainer. Bon, en France, c'est pas encore d'actualité, ça commence à arriver. Bon, Toulouse, apparemment, vont investir. Je ne sais pas sur un Armentières s'ils le feront ou pas, mais ce sera intéressant que de plus en plus de centres soient en tout cas équipés avec ce type de caméra qui permet justement de visualiser et cartographier le maximum. Alors, j'ai pas d'image à proposer parce que en Belgique, ils ont tout, voilà, ils ont demandé, parce que moi je travaille beaucoup avec eux, ils ont demandé à ne pas diffuser d'images pour l'instant. Oui. Donc, dès qu'on aura les autorisations, éventuellement sur d'autres présentations, j'en aurai sans doute à présenter. Oui, oui. Mais c'est intéressant en tout cas de voir que ça bouge énormément et ça permet d'aider en tout cas le travail du kiné parce que ça permet de stimuler les nœuds lymphatiques qui vont fonctionner le mieux et de ne pas perdre du temps sur les zones qui malheureusement sont défaillantes. Le drainage lymphatique, pendant longtemps, on avait dit attention, il faut que ça soit superficiel, il faut que ce soit doux, il faut que ce soit. Non. Il faut rentrer dedans parce que l'œdème, c'est quelque chose de dur finalement parfois. Et donc, il ne faut pas hésiter d'aller vraiment donner du mouvement, de sentir. Là, c'est aussi l'expérimentation du kiné qui va faire qu'on va travailler essentiellement avec le pouce, mais on peut travailler aussi avec beaucoup ici cette zone qui est un petit peu dure justement pour essayer de donner le mouvement ou vraiment la pomme, la base de la pomme pour vraiment travailler beaucoup. Alors, on draine par petits mouvements sur les zones à mobiliser et souvent on fait des grands mouvements aussi pour justement avoir ce mouvement naturel, à la fois le mouvement du lymphangion en local et puis d'un seul coup, on voit que quand on fait lymphoscopie en direct, que d'un seul coup, paf, la lymphe, elle part assez rapidement, hein, c'est assez rapide parfois. Et donc, il faut avoir un peu ce même principe de travailler localement et d'un seul coup, hop, d'amener sur des grands mouvements assez profond quand même dans l'appui pour justement permettre au fluide de partir. Voilà. Est-ce que c'est douloureux, Michel, pour les Non, patients? alors, parfois, normalement, ça ne doit pas l'être, mais parfois, si un œdème existe depuis plusieurs années sans être travaillé, il y a des fibroses qui peuvent être sensibles. À l'intérieur, on a aussi tout le réseau neurologique qui est sous Oui, pression. Et oui. donc, ça peut en effet parfois être douloureux. Ça peut être une plaque. Et on se rend compte assez rapidement. Moi, je vois parce que j'en fais toutes les semaines. Les deux, trois premières poses de bande multicouche,
C'est là où on se rend compte que la patiente, elle comprend l'intérêt d'en faire. C'est-à-dire qu'elles viennent, elles ont mal, elles disent, oh, vous allez me poser ça, ça va faire encore plus mal. Puis finalement, elles reviennent le lendemain ou sur le lendemain, et elles disent, eh ben, ça y est, j'ai l'impression que déjà, ça fait moins mal dans mon bras. Oui, Eh ben, ça veut dire qu'il y a moins de tension parce qu'il y a déjà du fluide, il y a déjà oui. de la lymphe qui a été pris en charge par le thorax ou par l'abdomen. Et du coup, il y a déjà moins de tension dans le membre lui-même. On n'a Mhm. pas perdu grand-chose, un demi-centimètre sur 2-3 jours. Mais déjà, ce demi-centimètre, ça permet d'avoir moins de tension dans les loges à l'intérieur au niveau surtout neurologique. Hein. Voilà. Jessica nous dit les fameuses brides. Alors, les brides, ce qu'on appelle les thromboses lymphatiques superficielles, les syndromes du web axillaire qu'on dit plus facilement maintenant, oui, en effet, c'est souvent voilà, des collecteurs superficiels qui se sont bouchés. Ah Il oui, y a une sorte de bouchon, il y a un empêchement à cause de la cicatrice, à cause d'un drain qui monte un peu trop haut. Donc, quelque part, il y a un obstacle. Et sur ce collecteur, l'obstacle fait que bah, le liquide n'a peut-être pas trouvé cette petite voie qui va l'amener sur la droite, qui va ramener sur la gauche. Et du coup, en fait, et bah, ce fameux collecteur se remplit, il est bouché. Et en étant bouché, finalement, il devient inflammatoire. Et oui. dès qu'on commence à mobiliser, à lever un bras, ça tire, ça donne des décharges électriques, des brûlures intenses. Et souvent, en effet, on voit ces petites cordelettes apparaître. On peut en voir apparaître au niveau, à partir du pouce, à partir du poignet, sur l'avant-bras, le bras. On peut en voir ici sous le sein, parfois, qui apparaissent aussi. Euh, voilà. Il y a un prolongement comme ça de certains collecteurs qui sont bouchés. Alors, qu'est-ce Mhm. qu'on va faire? On va les drainer. On peut mettre, ben, vous verrez par la suite, il y a une diapo avec les typing. Donc, on peut utiliser du typing. En Belgique, ils ont tendance encore à les casser, mais pour que les kinés soient vraiment bien formés. Nous, en France, pour l'instant, on nous demande de ne plus les casser, mais bien de drainer. Ça marche bien, hein, sauf que ça prend beaucoup plus de temps de mettre ces petites bandes de tissu collant et de drainer manuellement. Ça prendra plus de temps, mais on y arrive très bien aussi. La pressothérapie ou la pulsothérapie, bon, vous connaissez tous, hein, voilà, un système mécanique avec des chambres qu'on remplit d'air qui vont venir écraser en fait le membre. Alors, je vous ai mis par exemple des différents modes de façon de travailler la pressothérapie. Ça peut être par compartiment, une chambre se gonfle après l'autre, voilà. Ça peut être un maintien de gonflement et au fur et à mesure, tout l'ensemble se gonfle. Voilà. Pressothérapie, ça veut dire que dans la chambre, on a une pression qui va même aller en augmentant au fur et à mesure. Donc, on va presser de plus en plus fort. La pulsothérapie avec l'appareil de Stendo, on a une pression qui est constante, mais le temps de pression sera différent. C'est souvent un peu les différences. Et puis la pulsothérapie, le patient est connecté avec un pulsomètre à la machine. Et donc, cette machine, elle va se déclencher quand on va être sur le temps diastolique au niveau cardiaque. Donc, on respecte un petit peu plus la physiologie que la pressothérapie, mais bon, ce sont tout le temps des mêmes techniques, ça, qu'on va presser en fait sur le membre pour justement mobiliser et faire en sorte d'essayer de faire remonter. Alors, pour faire remonter, ce qu'il faudrait, c'est qu'on n'ait pas uniquement une pression vers en perpendiculaire, mais il faudrait qu'il y ait quelque chose qui fasse aussi la remontée. Et là, c'est pas le cas. Toutes ces techniques-là, en monothérapie, sont pas efficaces non plus. Toutes les études ont montré que ça mobilisait un petit peu, mais il manque encore un petit peu de technologie, c'est-à-dire qu'il faudrait à la fois une pression en Mhm. perpendiculaire et un sens en fait pour faire remonter. Pour l'instant, Ça, on l'a pas. ça, c'est du matériel kiné, Michel, ou c'est… Ça, c'est du matériel kiné. Alors Oui, parfois, je vois sur les sites Facebook dédiés à ça, les patientes, elles cherchent à en acheter parce qu'elles trouvent que ça leur fait du bien. Pourquoi? Parce que ça mobilise quand même les fluides. Hein. Voilà, à chaque fois, finalement, il y a quelque chose qui presse tout doucement. oui. Donc, ça permet en fait de faire bouger, de faire varier les pressions. Et donc, oui, pourquoi pas? À partir du moment où ça leur fait du bien, il faut peut-être leur proposer. Alors, il n'y a pas de remboursement par la Sécu.
ou très très exceptionnellement, et donc c'est un achat qui peut parfois coûter cher. Du coup, c'est du matériel dans lequel pourraient investir les pharmacies s'il y a des demandes, à ton avis? Bon, il faut voir avec leurs fournisseurs s'ils peuvent avoir, pourquoi pas, des petits appareils. Bon, je pense qu'on peut en trouver des corrects à entre 800, 1000, 1200 €, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, ok. Ça fait Voilà. peur à tout le monde, du coup, là. Tout le monde se dit, hein? Bah, oui, bah, moi j'ai de la pulsothérapie, j'ai du Stendo, c'est 15 000. Ah oui, Bah oui, la technologie est différente. Après, quand on veut vendre de façon personnelle comme ça, c'est sans doute beaucoup moins efficace. Alors souvent, en plus, on n'a pas 6 chambres, mais on en a que 2 voire 3. mmh, Et puis les appareils, il y a pas beaucoup de réglages possibles, oui, limité dans les modes, et cetera, pour que justement ça soit quand même abordable bien par sûr. une patiente ou un patient. D'accord? Ouais. Voilà. Michel, Mais euh, pressothérapie, c'est facilement 8 000 € en professionnel. Moi, la pulsothérapie que j'ai au cabinet, c'est voilà, c'est 15 000. Mmh. Michel, moi j'ai une question. Vous suivez combien de patients en fait, on va dire en pressothérapie comme ça? Alors, combien je peux en avoir? Moi, je fais 70% de cancer du sein, mais voilà, je vais dire à la semaine, je dois avoir 5 ou 6 patientes à la semaine. D'accord. Ok. Voilà, faire un suivi, puis après, quand elles sont autonomes, bon, bah, généralement, alors, ou je les vois pour l'épaule, je les vois pour une cicatrice, je les vois pour autre chose, je les vois en activité physique, je les suis, hein. Voilà, généralement, j'ai une petite liste de patients que je revois en activité physique, qui font la virose, qui font toutes les séances que j'ai mis en place. Et dès qu'il y a un problème, bah, elles reviennent voir, on essaye de le gérer. Ouais, mais c'est ça, c'est à peu près 5, 6 patients à la semaine. Puis après, elles sont autonomes, donc je ne les ai pas non plus trop longtemps, hein. Oui. La T-card-thérapie, alors une nouvelle technologie aussi qui est apparue il y a 4, 5 ans ici en France. En fait, on fait passer un courant avec des fréquences. Donc là, c'est plus un travail de fréquence, voilà, avec des têtes spécifiques. Et donc, alors il n'y a pas d'études, il n'y a pas de confirmation scientifique, hein. Simplement, c'est des faits. Il y a quelques kinés qui ont utilisé, ont trouvé que quand on travaillait sur les lymphoneux, quand on travaillait sur les zones d'œdème, ils obtenaient en tout cas une diminution des volumes. Donc, voilà. Maintenant, il faut toujours attendre les études. C'est en cours Mmh. de voir un petit peu si en effet, en faisant chauffer les lymphoneux, en faisant chauffer les collecteurs profonds, en faisant varier les fréquences, ou en travaillant en tout cas sur les fréquences de ça. Normalement, quand on regarde scientifiquement, il y a peu de risques que ça soit vrai, mais en tout cas, il faut attendre. Voilà, il faut attendre l'ensemble des études. Parfois, il peut y avoir un petit quelque chose qui peut arriver. Pareil pour les tapes. Voilà, le taping, euh, ça nous vient du Japon. Donc, on pose des petites bandelettes comme ça. Donc, au départ, c'est une bandelette qui est assez large. On la coupe en 4 morceaux. On le met sur le trajet des lymphatiques, notamment, ben voilà, pourquoi pas les cordelettes hyper douloureuses. Et puis, on fait remonter cette base qui est très large. On la met sur des collecteurs qui fonctionnent très bien. Et en fait, euh, la peau, elle a une tendance à suivre ce trajet et à se drainer plus facilement. Alors, ça marche très bien sur les hématomes. Quand on le met sur un hématome, on retire au bout de 2 jours. À la place des bandelettes, et ben, en fait, on voit la marque, c'est tout bleu sur le côté, et à cette place-là, ben, c'est tout clair. Ah ouais. Bon, ça veut dire qu'en effet, on imagine qu'il y a eu un drainage de l'hématome qui s'est fait par la bandelette, et donc on a imaginé que comme l'œdème était vraiment en superficie, que ça puisse être efficace aussi sur l'lymphodème. Bon, alors pour l'instant, c'est pareil, c'est en étude. Il y a pas mal d'endroits où on pose les catapes, on mesure les volumes avant, après. Donc c'est en cours d'exploitation dans les résultats. Et pourquoi pas? Alors, je
Je sais qu'il y a des formations. Alors, les formations K-Tape lymphe ont été supprimées parce qu'on n'a justement aucune preuve scientifique. Mais dans la formation K-Taping, on a toujours un petit module lymphœdème pour justement essayer de poser, parce que poser des bandelettes comme ça, c'est pas simple pour faire les formations. Ça s'improvise pas parce qu'il y a des tensions à respecter. Et là, on a mis une petite tension parce qu'on voit que la bandelette est un peu plus longue. Et donc, celle-ci, on va leur mettre une tension aussi pour que la peau, elle soit en fait orientée et elle permet d'être drainée vers la base. Voilà. Donc, en étude aussi, on a beaucoup de choses, hein, les ultrasons, enfin, voilà, est-ce que ça marche, ça ne marche pas? Bon, tout ça, ça mérite toujours de se poser et puis d'avoir un vrai fondement scientifique pour éviter de partir un petit peu sur du grand n'importe quoi. Ouais. Parce qu'il y a quand même la souffrance des patients derrière en termes de qualité de vie. Si on s'amuse à mettre que des bandelettes comme ça, et que bon, c'est un peu comme la pressothérapie, il y a des kinés qui font 70 séances de pressothérapie et puis là, il n'y a aucun résultat et ça les interroge pas du tout. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, ils ne se posent pas de questions en disant bah, c'est bizarre, je fais une technique et j'ai pas de résultat. Bah, moi, je me demanderais quand même pourquoi j'ai pas de résultat. Est-ce que je l'ai fait mal? Est-ce que ça correspond pas? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Bah, voilà, on essaye d'avancer, même intellectuellement, mais il y a des kinés, ça ne les dérange pas de faire 70 séances sans résultat. Ça. On rentre dans le vif du sujet. Le TDI, le TDM, donc le traitement décongestif intense et le traitement décongestif de maintien. Le traitement, ça veut dire qu'en effet, on a plein de choses. On a à la fois le soin de peau. On a vu que c'était des peaux qui pouvaient réagir fortement, surtout quand on ne prend pas en charge le lymphodème, mais malgré tout, ce qui se passe en dessous, ça interagit avec ce qui va se passer au-dessus. On a des peaux qui, des fois, vont s'assécher, tout ça, surtout quand on va mettre des bandages. Alors, à l'époque, on mettait des bandages pour 24 heures. Maintenant, on va voir un petit peu, on peut réduire. Malgré tout, on enferme la peau. Dès qu'on enferme la peau, bah, justement, toutes ces petites cellules mortes qu'il faut évacuer, elles vont rester et donc, elles peuvent se fragiliser. Et donc, vaut mieux mettre des soins hydratants, peu importe, des colcris ou des crèmes déjà existantes, hydratantes, peu importe ce qu'on va mettre, du moment que ça va nourrir la peau. Évidemment, on va faire du drainage. Alors, on marque drainage parce que ça peut être manuel, instrumental. Là, la pressothérapie, elle peut avoir tout son sens en fonction de la qualité. Si on a quelque chose de très liquidien, la pressothérapie, ça peut être quelque chose de très bien. On gagne du temps en tant kiné, mais en même temps, on a mobilisé la peau avec la machine. Et donc, derrière, on va pouvoir faire notre bandage tranquillement parce qu'on a déjà réduit le volume. On va faire le bandage et surtout, on va demander à la personne de faire de l'activité physique, de l'exercice physique. Ça va être important parce que vous allez comprendre le principe de ce bandage. Ça va activer, ça va favoriser en tout cas, pareil, les mobilisations des fluides et surtout l'évacuation des fluides vers l'abdomen ou vers le thorax. Ça, c'est l'intense. Dans le maintien, dans l'entretien, on regarde les mêmes principes de soin de peau, on regarde les mêmes principes de drainage, mais pourquoi pas l'auto-drainage du patient. Mais cette fois-ci, on va mettre un vêtement de compression, les bas, les manchons, les chaussettes, les collants, peu importe. Et on continuera aussi de faire de l'exercice et de l'activité physique. Donc ça, c'est vraiment une stratégie voilà, qui n'est pas compliquée à mettre en place, mais il faut l'organiser au cabinet, il faut l'organiser par la vie des patients, parce que c'est pas simple. Beaucoup de gens ne sont pas habitués à faire de l'activité physique, par exemple. Il faut leur dire que bah, finalement, c'est ce qui va être aussi très, très important. Et à un moment donné, l'autodrainage, l'autobandage, eh ben, c'est quelque chose qui va impliquer le patient aussi. On est presque déjà dans l'éducation thérapeutique. Mais en tout cas, impliquer le patient, c'est peut-être malgré tout déjà garantir, je sais pas, 50% de la réussite de ce qu'on va mettre en place. Ces bandages multicomposants, à quoi ça sert et comment c'est fait finalement? Première chose, on a vu qu'on mettait une crème pour hydrater la peau, parce qu'on va mettre plusieurs couches multicomposants. La première, un coton. Peu importe si on met un jersey, les bandes de coton chez Tuan, du Radiant, du Cubifast, etc.
il faut toujours quelque chose en base coton et éviter tout ce qui est élastane et synthétique. Il faut vraiment quelque chose de très naturel, donc systématiquement base coton. C'est uniquement pour protéger la peau. Deuxième épaisseur, ça va être à la fois pour homogénéiser la pression qui va être exercée, mais c'est aussi pour avoir une composante d'action déjà. C'est-à-dire que si on met un Mobiderm, si on met une mousse, si on met une ouate, on va le faire parce que justement, on a besoin d'avoir quelque chose qui va travailler sur une des couches de composition en fait de l'œdème. Si on a quelque chose qui est très liquide, eh ben super. On pourrait peut-être mettre peut-être simplement de la ouate. Si on a quelque chose de liquidien mais très volumineux, eh ben vaut mieux travailler en fait avec une mousse. Voilà. Même si justement en Belgique ils aiment pas trop toutes ces mousses préfabriquées mais qui ont peu de viscoélasticité et c'est pas très varié. C'est qu'on part de 8 mm à 12 mm, la fonction viscoélastique elle est toujours la même, alors que si on a une mousse plus dure, plus épaisse, on peut mettre du 4 cm, on peut mettre du 3 cm. Imaginez, enfin, moi j'ai des patients qui arrivent avec une cuisse qui a 16 cm de différence avec le côté opposé. 16 cm, comment est-ce qu'on peut réduire 16 cm si on ne met pas déjà une mousse, en fait, justement, qui va venir avoir cette composante à la fois de ressort et à la fois, en fait, de piston. On met, en fait, la mousse. On va mettre un dispositif, voilà, les bandes qu'on appelle, en fait, peu élastiques, allongement court. On va les poser autour pour essayer de faire un mur. Mais en même temps, il faut serrer pour que cette mousse elle soit écrasée à 50%. 50%, OK. Là, ce qu'on vient de faire avec le système de bandage, on vient d'armer en fait cette mousse. D'accord. On a comprimé le piston. Et après, on a l'effet ressort qui va faire que autour, on a un mur. OK, super. La mousse, elle peut pas aller venir s'écraser contre le mur, c'est trop dur. Qu'est-ce qu'elle va faire cette mousse? Elle va venir s'écraser au contraire dans le liquide de l'œdème. Et donc, en effet, c'est ce phénomène de ressort qui va permettre de chasser en fait l'œdème vers la racine du membre. Donc, il faut avoir en fonction de la forme du membre, en fonction si c'est dur, pas dur, etc., etc., il faut avoir en fait des composantes qui aient aussi une caractéristique qui soit différente. Et là, malheureusement, bah, on n'a pas beaucoup de choix. On a 2-3 marques qui fabriquent quasiment les mêmes choses. Et donc, bah, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas suffisamment de matériel diversifié parce que, de toute façon, on a des œdèmes diversifiés. L'œdème de Madame Intel, c'est pas l'œdème de Monsieur Intel. Et donc, il faudra du matériel complètement différent chaque fois. Bah, et ce qu'il faut faire, c'est aller à la chasse au matériel dans les marchés, quand il y a des vendeurs de mousse, aller leur acheter en fait des mousses avec une élasticité différente, une dureté différente, avec un grain différent, etc., etc. Parce que bah, on n'a pas suffisamment de modèles à disposition actuellement dans les marques qui proposent du matériel. Toi, Michel, tu traites tes patients justement, c'est eux qui viennent avec leur matériel, toi tu leur poses ce qu'ils ont eu à la pharma? Comment ça se passe? Ouais, je leur prescris Ok. le matériel. Donc souvent, bah, voilà, en fonction de si c'est un membre supérieur, un membre inférieur, le tubiface, souvent on a en fonction de la couleur quand même des manchons du coup qui sont beaucoup plus grands. Le jersey pareil de chez Radiant, on a des diamètres qui sont un petit peu plus grands. Bah, je prescris voilà toutes ces mousses là, ces watts, etc. De temps en temps, j'en ai aussi quand je vais voilà sur le marché, j'essaie d'avoir des bouts de mousse avec des composantes un peu différentes, des épaisseurs un peu différentes. En termes de pression, bah, il y a un petit catalogue après hein, dans les diapositives où je reprends un peu toutes les grandes marques. Ah, super. Pour essayer d'avoir, alors toutes les bandes élastiques, on l'utilise quasiment plus jamais. Oui, là, tu es sur de l'allongement court. Il faut que de l'allongement court, et encore, il faudrait du court. Il faudrait moins de 10% en élasticité. Ah Or, ouais. elles sont plutôt à 30, voilà. Ouais. Donc, on est plutôt autour des 30%. C'est vrai que c'est moins élastique que les 100% d'élasticité, on va dire, mais il faudrait encore descendre. Alors, parfois, ce qu'on peut faire aussi, c'est d'utiliser
par exemple, la short stretch de chez Tuan, qui elle vraiment, pour le coup, quand on prend et qu'on tire dessus à 1 mètre, on voit vraiment qu'on a 5 à 10 centimètres d'élasticité. Donc, moi, j'utilise des fois ce montage-là. Je mets que celle-ci, voilà. Et puis, alors la seule différence et le seul problème, c'est que quand on tire dessus, elle a tendance en largeur à se raccourcir. Ah oui. Voilà. Donc, il faudra en fait un tissu qui garde en fait sa largeur à 10 Oui. cm ou 11 cm quand on tire dessus, alors que là, quand on tire dessus, on réduit à Oui. 8. Bon, mais faute de mieux, voilà. En fonction, pareil, c'est en fonction du bilan, c'est en fonction de l'épaisseur, du diamètre, c'est en fonction de, bah voilà, quand on a un bon godet, hein, on appuie, bah, on peut se dire que on a une partie liquidienne, mais en même temps, on a déjà en fait une sorte de gélatine en dessous qui est en train de se constituer. Donc, il va falloir que je travaille plus dans ma tête. OK, il va y avoir entre guillemets une première presse qui va enlever de la partie liquidienne, puis après, je vais avoir la deuxième presse qui va enlever cette partie en fait gélatineuse. Et puis, faire attention quand on fait le montage, de bien prendre la totalité, en tout cas, de l'œdème. On voit ici, cette dame, bah, à mon avis, elle a posé elle-même son bandage et puis elle a raté, voilà, elle a raté. Et donc, on voit que ici, bah, il y a un gros bourrelet en fait d'œdème qui s'est constitué. Donc ça, attention à la pose. C'est pour ça que c'est important d'avoir en tête qu'on est dans l'éducation du patient qui doit, à un moment donné, se prendre en charge, monter son bandage lui-même, comprendre pourquoi il doit le monter. Alors moi, j'autorise à ce que quelqu'un filme quand je le pose. Oui. À la maison, bah, il revisionne un petit peu Oui. le film en disant, ah oui, il faut que je c'est surtout quand on met les bandes au niveau des doigts, souvent, hop, ça part dans tous les sens et à un moment donné, ça n'arrive plus à rien. C'est ce qui a dû se passer ici. La dame a dû plonger en dessous, au-dessus, un peu croisé parce qu'elle se souvenait plus. Et donc, elle a raté un bout de doigt et elle s'est concentrée sur ce bout de doigt. Hein. Tout ce que tu prescris, c'est pris en charge, Michel? Non, malheureusement, Oui. c'est très, très compliqué. Alors, des fois, il y a du Les allongements matériel courts, maintenant, il y a qui est de pris la en prise en charge. charge. Comment? Sur les allongements courts, il y a de la prise en charge. Alors, la Rosidalka, Oui, c'est ça. voilà. Donc, moi, c'est ce que j'essaie de prescrire, justement, pour qu'il y ait moins de reste à charge pour le patient. Oui. Mais après, le Mobiderm, c'est pas pris en charge. La mousse NN, il doit y avoir 4 euros, 3,99 € de remboursement sécu. La Softbank, je me souviens plus, mais des fois, il n'y a pas grand-chose, quoi. Voilà, il n'y a D'accord. vraiment pas grand-chose. Je crois que le mobilier, c'est pas pris en charge du tout. Ça, il y a une petite participation, donc des fois, la mutuelle, elle met un complément. Oui. La Softbank, je suis pas certain qu'il y ait une prise en charge non plus. Ça, par contre, parfois, quand c'est les médecins qui prescrivent, c'est remboursé. D'accord. On a le droit de prescrire, en fait, du matériel, ce qu'ils appellent des pansements secs. Oui. Voilà. Mais dedans, parfois, ça, c'est pas considéré comme du pansement sec. Bon, après, mais voilà, quand je prends de l'allongement court, je mets Rosidalka. Sauf que, alors, pour les doigts, on met de la Somos, enfin, on mettait de la Somos 3 cm, elle ne se fabrique plus. Donc, je suis passé sur la, la Tuan en 3 cm, la Flex Idéal 3 cm. Ah oui, le flexidéal, oui. Oui, oui. Voilà, en 3 cm. Donc, ça, elle convient très bien aussi parce que la Rosidalka en 4 cm, elle est trop large. Des fois, sur le petit doigt, alors ça va, moi j'ai Oui. un doigt qui fait 5-6 cm, ça va, mais des fois, j'ai des dames, elles viennent, elles ont des petits doigts de 3 cm. Oui. Déjà, avec une 3 cm, je fais un tour et c'est complet. Donc, voilà, en tout cas, on essaie de se débrouiller au fur et à mesure à choisir ce matériel-là. Alors, je sais qu'il y a certains centres qui, parfois, le feront avec un autre type de produit, un peu des bandes Coban qui vont, voilà, qui vont plier en deux. Mais bon, moi, en libéral, c'est pas possible. Dans un Oui, centre, c'est pour le ça. temps, moi, c'est impossible de le faire Oui, avec oui, ce genre de matériel. Il faut que ça soit oui. assez rapide et efficace. Voilà. Jessica nous dit tu bifaces tes bandes coton mal remboursées, mais ça peut déclencher un remboursement mutuel. Donc, il peut y Voilà, avoir un voilà, c'est reste. ça. Voilà. C'est ça. À partir du Et moment où déjà la Sécu met une petite part, la mutuelle, oui, c'est ça. parfois, elle met une autre part, voire peut-être la totalité. Oui, c'est ça. Donc, Donc, il voilà, faut j'essaye à chaque essayer. fois de combiner. Il faut S'il n'y a pas de essayer. part Sécu,
c'est sûr que la mutuelle, la plupart du temps, sauf si on a un forfait petit matériel, euh, des fois, je leur demande de vérifier qu'il n'y a pas un forfait petit matériel dans lequel ça pourrait venir s'inclure. De leur mutuelle? Ouais, ouais. Oui, Je oui, le oui. suis avec une autre technique que j'ai depuis un an. En fait, je travaille avec des gants argentiques, mais pour une question d'hygiène, je demande aux patientes d'acheter des gants argentiques elles-mêmes. Ça coûte 50 € la paire, mais on fait 80 soins avec. Et donc, je leur fais une facture et elles l'envoient à la mutuelle quand elles ont voilà, un forfait petit matériel. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on ne le sait pas tout le temps, ça. Voilà. Donc, du matériel, voilà, les bandes peu élastiques, hein, ça sert à quoi? Ben, en fait, une fois qu'on a enroulé, qu'on a fait ce mur autour du membre, ce sont les mouvements et donc les contractions musculaires sous la bande qui vont faire que justement, à chaque fois que le muscle va se contracter, eh bien, plaquer l'œdème contre la bande ou contre les bandes. Et donc, forcément, bah, ça fait un massage de l'intérieur, ça mobilise et ça fait remonter en fait les fluides à chaque fois par toutes les, euh, les collecteurs qui fonctionnent encore et qui prennent en charge tous ces fluides. Voilà. Donc, il faut, voilà, un renforcement de la résistance, pas superposition. Alors, quelques exemples de matériel, hein, voilà. Il y en a d'autres, hein, voilà, Rosidalka, qu'est-ce qu'on a, compris lent, compris dur, etc., etc. Donc, tout ce qui est de toute façon des bandes peu élastiques ou allongement court. Voilà. Vous connaissez, tu connais, Michel, le kit Rosidal 6? Alors, moi, tous les kits, je les utilise pas trop parce que C'est du j'aime multi. j'aime bien utiliser en fait le jersey en première intention. De toute façon, il faudra mettre un jersey. Donc, alors oui, quand je fais de l'ulcère, je vais Oui, utiliser les kits. Voilà, que ce soit le kit Biflex idéal, Coban 2, Urgo, enfin oui, voilà, je les connais tous. Mais quand je suis vraiment dans le cadre d'un cancer du sein, par exemple, c'est vraiment moi qui constitue en fait oui, d'accord. Ton voilà, kit. ma prescription avec le matériel qu'il me faut. Et je suis moins Ok. habitué, en effet, sur un membre sup à utiliser l'équipe. Oui, oui, d'accord. Voilà, compris lent, les somos, voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est d'aller superposer les bandes au fur et à mesure. Alors, moi, quand j'ai fait mon DU il y a 4-5 ans, on nous disait, voilà, vous allez faire le bandage multicomposant et vous demandez aux patients de garder 24 heures sur 24. Hmm. Donc, alors, à peu près, parce que voilà, à peu près, on va dire 22 heures. Il enlève son bandage, il enroule ses bandes, il revient avec le matériel, on refait un drainage, on repose les bandes jusqu'au lendemain. Là, actuellement, on cherche quand même aussi à travailler sur la qualité de vie du patient. Et bah, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous faire un bandage et de dormir avec. C'est coton quand même, hein. C'est pas simple. Quand on a des bras comme ça avec déjà l'œdème, plus la mousse au-dessus, plus le nombre de tours, on peut mettre 6, 7, 8, 9 bandes sur un bras, on peut en mettre 14, 15, 20 sur un membre inférieur. C'est long, c'est lourd, on fait pas beaucoup de mouvements avec. Et du coup, en fait, l'idée, c'est que justement, on cherche à utiliser ce type de pause maintenant au moment finalement le plus opportun de la journée. Donc, on peut le faire uniquement la journée, on peut le faire en fin de journée, mais Hmm. on essaie maintenant de plus en plus la nuit d'éviter de porter, notamment, on a vu que de toute façon, dès que la déclive ne fonctionnait plus, elle ne fonctionne plus. Hmm. Bon, après, c'est pas très gênant de toute façon si l'œdème reste identique du soir jusqu'au matin, on n'a rien gagné, c'est pas très grave, le lendemain matin, hop, allez, on repose son bandage, on remet ses mousses, et donc dès qu'on commence à faire ça, bah, dès qu'on se met debout, l'œdème étant bloqué déjà par le système de mousse, peut pas se réinstaller, et donc forcément, bah, toute la journée, on va encore gagner. Donc maintenant, on vient sur cette idée justement de ne pas mettre de bande la nuit, de ne rien mettre, ou alors si, on va mettre les dispositifs plutôt de compression plus spécifiques pour casser les fibromes, pour voilà, des choses comme ça.
mais avec les autophiles, par exemple, Mobiderm, mais on va essayer quand même d'améliorer la qualité. On s'est aperçu aussi dans les études que, par exemple, sur les membres inférieurs, sur le membre sup, c'est moins le cas parce qu'on a des petites superficies, mais sur le membre inf, dès que vous commencez à mettre des bandages comme ça sur les deux membres inférieurs, eh ben, on peut créer des apnées du sommeil. Ah oui, Et donc, les études elles ont été bien menées, elles sont bien montrées qu'en effet, on avait créé des apnées du sommeil qui sont temporaires pendant la pause. Peut-être que ça veut dire aussi, attention, c'est une personne qui est sujette peut-être plus tard à avoir des apnées du sommeil, mais en tout cas, on en avait créé. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette mobilisation fluide, elle est tellement importante qu'à un moment donné, ça peut même perturber le système en fait respiratoire et le système en fait au niveau presque ici pharyngé. D'accord? Donc, du coup, si on est amené à faire un drainage et pose de bandage sur un membre inférieur, on va faire qu'un seul côté et on essaiera d'alléger pendant la nuit. oui. Voilà. Juste vraiment, juste ce qu'il faut. Voilà. Donc ça, c'est important. Et donc, maintenant, au lieu de poser 7, 8, 9 bandages sur un membre supérieur, on va nous créer une sorte de base et on va demander en fait au patient de rajouter une bande toutes les heures. Parce que dans les dernières études qui ont été faites, on a montré que au bout quasiment d'une demi-heure, on avait perdu 50% d'efficacité du bandage. Donc, au bout d'une heure, quasiment plus de pression, plus de tension sur l'œdème. Ça veut dire qu'on fait porter pendant 24 heures quelque chose qui n'est pas utile. Oui. Donc, on organise une première pause de bandage bien fait. L'heure suivante, la pression étant baissée, on demande à la personne de rajouter une bande, du coup, remet une heure de pression, Oui. et ainsi de suite pendant 2-3 heures. Après, on enlève les 2-3 bandes qui ont été posées, on recommence à remettre une tension par la pose de bandage. Donc, en fait, ça veut dire que toutes les heures, on va essayer de mettre un dispositif qui va redonner une pression, mais on ne va pas trop charger. Ça sert à rien de mettre 8 couches, 10 couches, parce qu'on va alourdir le bras, on n'aura pas plus de résultats. On garde juste en fait le montage de base, et du coup, moi maintenant, de plus en plus, c'est ce que je fais, je demande aux patients de mettre une bande, 1 heure après une deuxième, 2 heures après une troisième. La quatrième heure, on enlève ce qu'on a mis, on repose en fait la première bande qui a été mise au départ, la deuxième l'heure suivante, et comme ça, en fait, elles évoluent au fur et à mesure, et puis elles peuvent soulager en fait le poids des bandages. Oui, d'accord. Voilà. Je suis désolée, Michel, on va devoir aller rapide parce que je sais qu'il y a des pharmas là qui m'envoient des messages en me disant il y a du monde à la pharma, je vais devoir quitter. Après, c'est enregistré de toute façon. Ça, c'était tous les kits, hein, voilà, tout le matériel qu'on peut voir avec les mousses de différentes formes. Ah oui. Voilà. Voilà, ça c'était le manchon et le sous-manchon. Oui. Classique. Hein. Donc ça, il faut que ça soit bien prise, il faut que vraiment les mesures soient bien mises en place à chaque fois. Voilà, ça c'est le dispositif de nuit. Oui. Éventuellement, on peut mettre un peu la journée. Ça c'est pratique aussi, hein, ces systèmes en fait de phare ouvrable, de circade avec les velcro. Les personnes qui ont des difficultés, personnes âgées, personnes qui ont de l'arthrose ou d'autres pathologies. Activité physique sous bandage ou sous manchon. Il faut travailler sur la fréquence 2-3 fois par semaine. L'intensité, on fait ce qu'on est capable de faire et on fait attention au niveau de sa fréquence cardiaque avec une petite formule 220 moins l'âge. Ça donne une fréquence maximum. On prend 50% de cette fréquence-là à 75% maximum. Ah oui. En termes de durée, il faut que ça soit supérieur à 40-45 minutes. Voilà, ce qui est possible de faire, mais dès qu'on commence à travailler de façon répétée, et ben normalement, on doit régulièrement avoir aussi des améliorations sur la durée. Et en termes de type d'activité, il faut surtout baser sur de la cardio, un peu d'enforcement musculaire. Plus le muscle sera tonique, plus il va venir écraser l'œdème. Et puis on travaille évidemment la souplesse de nos articulations. Les conseils pratiques, on favorise l'élévation de l'avant-bras, ne pas porter des sacs lourds. Alors tout ça, oui, plus ou moins. Hein.
On avait dit, il faut pas, voilà, on fait pas d'injection, pas de prise de Oui, tension artérielle. Tout ça, c'est complètement faux. Il y a plein d'études depuis 2011 qui montrent que, alors, la difficulté, c'est parfois l'œdème est tellement volumineux qu'on voit pas la veine pour faire une prise de sang. Voilà, évidemment. Le bras est tellement volumineux que le brassard ne rentre pas. oui. Ok, ça c'est. Mais sinon, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'on peut faire une prise de tension sur un bras, quelqu'un à qui on a vraiment bien réduit son bras, on peut très bien faire une prise de tension artérielle, ça ne change pas grand-chose. D'accord. Pas réaugmenter son volume. Voilà. Alors, l'éducation thérapeutique, dire c'est bien. Faire dire, c'est encore mieux. Faire, super. Mais encore, faire changer les habitudes des gens, c'est l'idéal. Ouais. Un exemple d'organisation, par exemple sur une journée, un accueil, une présentation, on a les attentes et les objectifs de chaque personne qui va venir. Premier atelier, comprendre ce que c'est que la maladie lymphatique. Comment ça se constitue, l'organisation anatomique. En une petite heure, voilà, on va orienter sur ça. On fait une petite pause, atelier 2, prise de conscience des facteurs de risque, le surpoids, l'inactivité, la chimiothérapie, la radiothérapie, des facteurs génétiques, etc. Le comportement à risque. Donc tout ça, bon, ça va amener déjà le patient à réfléchir, à se projeter peut-être sur une façon de changer ses habitudes. Un atelier, par exemple, sur le poids et le lymphœdème. Le poids, c'est de la graisse. Le lymphœdème, ça peut être graisseux aussi, parce qu'on voit qu'à un moment donné, quand c'est pas mobilisé, ça se transforme en graisse aussi. Donc, il faut trouver justement une histoire d'équilibre au niveau de son poids. Le vécu de la maladie, mais là, on va être plus sur le côté psychologique abordé par voilà, une psychologue. Activité physique, bouger, plus. Donc ça, c'est important aussi. Et puis, éventuellement, l'évaluation avec l'élaboration du micro-projet. On pourrait rajouter un atelier bandage, Oui. autobandage, autodrainage. Donc, Mhm. on peut imaginer plein de choses. Hein. C'est pas limitatif. Chez Carmentier, ils ont un atelier aussi sur tout ce qui est dermato. Voilà. Mais alors ça se fait où ces ETP? Et ben, dans les centres de référence. Voilà. D'accord. Pour les centres de référence. À Mortières, ils ont une journée comme ça. À Toulouse, ils en ont aussi. À Cognac-G, un peu partout, en fait, dans les centres de référence, ils organisent systématiquement ce genre de choses. Qui Est-ce qu'on a le participe? temps de me montrer la petite diapo, le petit film? Euh, je vais leur envoyer, Michel, ça t'embête pas. D'accord. Ouais, Ouais, je bon, ça l'enverrai marche. avec l'enregistrement. Si tu peux me transmettre le lien et je ferai mon compte rendu en envoyant l'enregistrement et la petite vidéo. Comme ça, ils regarderont. Jessica dit à la pointe. Michel, tu es à la pointe, tu es au top. C'est vrai. C'est Je pour te ça qu'on ferai l'a un, choisi, Jessica. je te ferai un 8 transfert. Ouais, je veux bien. Et comme Voilà. ça, je leur envoie aussi. Mais franchement, c'était vraiment très, très bien. Top. Nous, ça nous donne pas mal d'idées aussi avec Hélène. Donc, on va faire un petit compte rendu aux pharmacies là parce qu'il y a de quoi faire. Après, il faudrait juste que chaque pharmacie puisse avoir un kiné investi comme toi, tu l'es. Une heure pour parler de la morphologie, c'est Ouais, bah compliqué oui, parce oui, que oui, 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 c'est voilà, vrai. il y aurait Ouais. tellement de choses à dire encore que Tu il aurait sais, fallu au moins voilà, 30 heures ou comme tu disais tout à l'heure, finalement, après avoir une intervention ciblée sur quelque chose. ouais. Voilà. Et on Pouvoir pourrait même parler, imaginer une formation d'une journée sur le lymphœdème, hein, parce que tellement bah, c'est riche, quoi. Ouais, c'est je suis vaste, d'accord. il y a plein de choses à dire. Après, c'est l'idée aussi de l'association Lympham, qui, du coup, en fait, avec une heure de présentation régulièrement, permet déjà aux patients de comprendre certaines choses, mais ça pourrait être justement l'intervention d'autres professionnels. Ça peut être une collaboration qui peut être très, très intéressante, très Ouais, enrichissante. tout à fait. Et Jessica dit surtout que les pharmaciens s'investissent pour les bonnes prises de mesure. Oui, ça aussi. Bah, il faut de l'information. C'est-à-dire Ouais, que la ouais, fiche du fabricant, c'est pas uniquement ça. Le fait de serrer, pas serrer, donc cette façon de prendre à chaque fois la bonne mesure, c'est vrai que c'est important parce que c'est le patient qui va le porter, le manchon. oui, Si c'est trop grand, ça fonctionne pas. Si c'est trop serré, ça va, voilà, ça va être embêtant pour le patient aussi. Moi, j'ai une patiente qui est venue, bah, hier matin, me faire voir son manchon qu'elle venait de recevoir. Le manchon était tellement serré que ça faisait un bourrelet
au-dessus de son manchon. Bon, Ah bah, oui, j'ai téléphoné à l'orthésiste en disant il doit y avoir un problème, ou ils se sont trompés, ou alors c'était trop serré. Donc, du coup, bon, ce matin, elle l'a revoyé. Donc, c'était super. On a eu le temps d'échanger avec l'orthésiste. Et, oui. et du coup, on va résoudre ce problème-là. Je pense qu'il faut qu'on revoie parce qu'on ne peut pas laisser la patiente avec un bourrelet comme ça autour. Non, c'est clair. Ça va lui créer d'autres soucis après, Ah dermato, oui, ah etc. oui. Le but, c'est pas d'avoir un garrot non plus, quoi. Bah, c'est ça, en fait. Et Mm. c'est pour ça que les prises de mesure, il faut vraiment que ce soit bien Oui, fait. Il faut prendre le temps. À chaque fois, l'idéal, c'est vraiment de prendre rendez-vous avec la pharmacie et qu'on soit vraiment à oui, part, quitte à passer 45 minutes pour bien prendre des mesures, discuter de, de, de ce que va faire le patient aussi avec son manchon. Parce que si c'est pour mettre une fois tous les 4 jours, bah, ça sert à rien, on perd son temps. Moi, j'essaye vraiment de passer le message à chaque Mhm. fois en disant votre manchon, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous vous levez, vous l'enfilez. Au soir, vous pouvez très bien l'enlever à 5 heures et puis remettre un bandage que vous allez faire vous-même. Voilà, à chaque fois, c'est vraiment essayer d'impliquer le patient aussi, de lui faire comprendre que moi, j'ai fait une part de mon travail, C'est mais ça. qu'après, tout le reste, c'est le patient qui va être Oui. obligé de prendre sa pathologie. Il n'y a pas Comme de médicament. un contrat que tu signes avec les patients aussi, quoi. C'est ça. C'est qu'à Oui, chaque fois, il faut que le patient, alors après, il y en a qui veulent pas, hein. Quand je dis: «Il va falloir faire ça», «Ah moi je veux pas, moi je pensais que j'avais que du drainage». Bah, oui. dans ces cas-là, moi je vous prends pas en charge parce que, je vais pas me sentir à l'aise. C'est pas ma façon de travailler, quoi. Bah, je vais faire du drainage en sachant que ça va être inefficace. Bah, non, moi je suis désolé, je j'ai pas envie après qu'on dise que j'ai mal fait mon travail. Voilà. La liste des spécialistes, kinés spécialisés, il y a plusieurs sites, hein. Alors, Mais heu c'est une question d'adhérence aussi. il y a l'AKTL en France, Oui, c'est ça. ouais. Alors moi, j'en fais plus partie parce que Mais il faut payer malheureusement, un. je trouve pas que leur méthode de travail soit très, très satisfaisante. Ils font beaucoup de drainage, mais ils font peu de bandage. D'accord. Voilà, ils savent pas trop manipuler les bandages. Après, plus, mais on n'a pas de liste par rapport à ça, mais plus les formations universitaires. Donc Toulouse, Montpellier, Cognac-G, en fait, le problème, c'est qu'ils mettent pas de liste à disposition sur les kinés qui sont formés. C'est un peu dommage. Moi, Ouais. je leur ai déjà fait remonter. Et par exemple, la Société française de lymphologie, pareil, ils pourraient très bien justement répertorier tous les kinés spécialisés qui ont de très bonnes formations, comme Isabelle Nicodème à Valenciennes, hein, mais comme d'autres aussi, hein, Agnès Bourrassin, bah, voilà, Marie-Vonne Chardon-Bras, etc., etc. Donc ces kinés-là, bah, vraiment, ils ont bien compris le sens de la prise en charge. Et du coup, c'est vrai qu'on malheureusement, on n'a pas cette liste-là. Après, je pense que le réseau des kinés du sein, Oui. euh, RKS. voilà, le RKS, ce sont des kinés qui, du coup, cherchent vraiment à se former de façon plus spécifique sur la lymphologie aussi. Et je pense qu'en effet, alors en tout cas, là, c'est réservé uniquement sur le kiné du sein, évidemment. Si Oui, on a un c'est lymphœdème vrai. du membre inférieur, ça va être plus difficile. Mais en tout cas, ces kinés-là, je pense qu'à terme, ils vont vraiment être bien formés. Il y a une formation qui est pas mal aussi, il y a un DU de perfectionnement sur le cancer du sein à Nantes qui existe actuellement. Donc le RKS, je pense, va inciter ses membres, en tout cas, à faire la formation. Moi, je dois m'y inscrire. Là, pour le mois de juin, je dois faire ma demande. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc voilà, les gens qui ont des DU, bah, je pense sans problème, c'est des gens qui sont bien qualifiés. Après, la KTL, je ne sais pas si Jean-Claude Ferrandé a changé sa façon de présenter les bandages multicomposants, mais à un moment donné, je ne trouvais pas. Moi, c'est pour ça que j'ai fait le DU, hein, parce que Oui, d'accord. j'ai Après, faut que découvert les en fait. pharmacies aient contact avec le kiné, leur kiné le Ouais. plus proche et qui leur explique un petit peu comment ils travaillent, comme on vient de t'entendre toi. Quand je pensais surtout ça, c'est le partage. Oui, Moi, les oui, pharmacies, je les connais bien. Bon, en plus, quand je donne des formations par Pharmaréflexe, c'est vrai que je suis un petit peu plus connu aussi, mais à chaque oui, fois que j'ai une pharmacie voilà, qui a des difficultés, ben, moi, je suis toujours ouvert à la discussion, voire même aller sur place pour essayer de leur faire voir comment je travaille. oui, Mais il y oui, a des oui. moments, il y a des pharmaciens, ils s'embêtent pas, je mets du matériel,
je me retrouve avec du matériel qui n'est pas du tout celui que je veux parce que leur fournisseur n'a pas forcément… C'est ça. À l'inverse, il faut aussi que les pharmacies jouent le jeu et se disent, tiens, le kiné l'a demandé ça, c'est pas pour rien. Donc, et surtout, je vais entrer en contact avec lui. je leur dis, mon numéro de téléphone, il est là, donc il me passe un coup de fil. Et des fois, Ouais. moi, j'ai toutes les références. Des fois, alors maintenant, de plus en plus, sur mes prescriptions, je rajoute la référence Oui. du fabricant. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'ils peuvent l'avoir. Un code Oui. barre quelque part. Voilà, comme ça va donner un peu plus de travail, mais au moins, je suis sûr qu'ils vont trouver la référence quelque part. Après, à l'inverse, Michel, je sais que pour travailler beaucoup avec les pharmacies, elles ont du mal à joindre leurs kinés. Les kinés travaillent un petit peu dans leur coin aussi. Donc, je pense qu'il faut que chacun comprenne le rôle de chacun et surtout arrive à communiquer ensemble, quoi. On a la possibilité maintenant d'avoir, et de plus en plus, moi je suis parti d'une maison de santé pluriprofessionnelle. Ah bah oui. Voilà. Je me suis inscrit à la CPTS, Oui. donc la communauté professionnelle territoriale de santé. Donc, si tout le monde, à un moment donné, Oui. s'inscrit Dans ce parcours de soins, forcément. dans un parcours de soins et de santé comme ça, on arrive à partager. Voilà. Nous, on a un groupe sur le Douaisil, on a un groupe WhatsApp. C'est pareil. De temps en temps, on peut se passer des petits messages en disant, tiens, telle pharmacie, vous n'avez pas trouvé, je vous donne les références. Voilà. Oui. Ça se fait de façon très collaborative et c'est plus sympa, quoi. Oui, c'est vrai. Mais toi, tu es l'exemple aussi du kiné qui s'ouvre à tous les autres professionnels de santé. Tu Je vois? pense que c'est ma formation en 99 sur le TP qui m'a fait bien comprendre qu'on ne pouvait pas travailler seul dans son coin, il faut partager avec les autres. Oui. Voilà. On est là pour aider le patient et on n'est pas là autre chose. Voilà, il faut l'aider à tout prix parce que lui, malheureusement, si il n'arrive pas à trouver les bons professionnels, il tourne en rond sans arrêt et il n'aura pas C'est le vrai. bon traitement. C'est vrai. Ok, Michel, je ferai mon petit compte rendu. Si toi, tu peux m'envoyer effectivement le lien de la vidéo, Oui. comme ça, je leur transmettrai. Ok, ça marche. Je sais plus, j'avais une question, mais c'est pas grave, je te la poserai, puis je leur enverrai dans mon compte rendu. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement. Ouais, mais je ne m'étais pas rendu compte que le temps passait très vite et que déjà 16 heures.